Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Qui est le mal-aimé, là? Eh bien, malheureusement, le mal-aimé en France aujourd'hui, c'est le nouvel homme à battre des ultra-féministes. André Berkoff, il est avec nous, en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous, Frédéric Becbédé. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, c'est terrifiant. On a accueilli, vous savez qu'il a rasé les murs, il a 5 policiers qui sont en train de l'encadrer. C'est hallucinant. Il y a 400 féministes qui sont en dessous de Sud Radio en disant « Comment vous accueillez Becbédé? Mais ça va pas du tout, ce violeur, ce prédateur !» D'ailleurs, et surtout, cet hétérosexuel blanc de plus de 50 ans. C'est très grave. Eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir ce pape de l'underground. Il a commencé chez Castel. Il est maintenant... Et sur Sud Radio, maintenant. Sur Sud Radio. Frédéric Becbédé. Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, cet essai, il a commencé par raconter ce qui s'est passé, donc on va en parler dans sa maison de Guétari, on peut dire Guétari, voilà. Et puis aujourd'hui, on le poursuit parce qu'il a écrit un livre où il dit qu'il est un peu légèrement dépassé. Il est même pas c'est vrai, Céline. Alors, on va en parler de tout ça. Oui, effectivement, on va en parler parce qu'effectivement, Frédéric Becbédé crée la polémique bien avant la sortie de ce livre. Et ce qui, notamment, fait polémique, c'est qu'il ose mériter, demander plutôt une médaille de combattant antisexiste, Frédéric Becbédé. Vous allez nous en parler de tout ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Voilà. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Aujourd'hui, André, en somme, c'est fini. C'est clair. Aujourd'hui, être un mâle blanc, occidental, bourgeois, hétéro-catho, âgé de plus de 50 ans, c'est pas une chose aisée aujourd'hui. André Berkoff, Frédéric Becbédé, bonjour. Merci à vous d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous publiez chez Albin Michel Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Votre livre, donc, a fait polémique, on l'a dit avant sa sortie. Ce livre est né d'une colère. Racontez-nous laquelle. Un matin, je suis chez moi, dans mon petit village, et je sors de la maison et je trouve une maison couverte, ma maison couverte de graffitis, une œuvre d'art contemporaine avec des drippings à la Pollock, beaucoup d'injures, et y compris sur la voiture aussi, de la peinture acrylique, donc ça part pas facilement, donc j'ai dû beaucoup frotter pour enlever et puis c'était des accusations ignobles me traitant de violeur, ce que j'ai rien à voir avec. C'était quand même une accusation de crime, quoi. Donc non, j'ai rien à voir avec ça. Et puis je crois que c'était parce qu'à l'époque j'avais signé une pétition contre la pénalisation des clients de prostituées. Oui, le fameux manifeste des 343 salauds, c'est ça. Voilà. Et je continue de penser d'ailleurs qu'interdire la prostitution, c'est augmenter le malheur, le malheur de la misère sexuelle. Et augmenter les frustrations et les crimes nés des frustrations. Oui, je crois. Parce qu'il faut savoir que les frustrés, et là, pas tous, mais je veux dire, ça peut conduire à des... C'est-à-dire que en fait, la sexualité est un besoin naturel de l'homme comme de la femme, et je crois que quand on interdit les choses, en fait, on est un utopiste. Voilà, c'est une utopie irréalisable. Et du coup, il faut être plutôt réaliste et réglementer la chose, organiser la chose. Il y a beaucoup de pays qui le font de façon plus Mais adulte. Vous avez été très choqué. Enfin, ça a fait que oui, parce qu'il y avait vos enfants qui étaient là. C'était comme une intrusion chez vous. Oui, c'est bizarre parce que en plus il y avait la poussette du bébé. Mon fils avait à l'époque 6 mois, donc ils ont enjambé la poussette. Ça symboliquement, c'était assez choquant parce que je me dis, si jamais moi j'étais assez bête pour avoir envie de taguer une maison, je pense que voir la poussette de l'enfant, ça m'aurait arrêté. J'aurais changé d'avis, je serais rentré chez moi, quoi. Mais ça les a pas arrêtés, voilà. Oui, mais effectivement, vous a traité donc de violeur, de salaud, vous l'avez dit, c'est traité de criminel, ça doit être violent quand même comme accusation. Bien sûr, j'ai porté plainte, et la police n'a malheureusement pas retrouvé les vandales. Non, bien sûr. Donc je suis parti de cet événement. Bon, c'est pas non plus l'affaire Dreyfus, mais je suis parti de cet événement au début du livre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la liberté de penser, la liberté de parole diminue et rend les gens de plus en plus agressifs. Alors j'ai essayé de faire un livre là-dessus, qui est un livre de confession très sincère. J'essaie de comprendre, tout simplement, pourquoi je suis, comme dit Clo-Clo, le mal-aimé.
Et oui. Et vous dites qu'effectivement, que d'avoir défiguré votre maison avec des messages haineux ne leur a pas suffi et qu'en 2022, vous avez dû vous excuser pour une conversation ayant peut-être eu lieu dans un couloir des éditions Flammarion. C'était en 2003, écrivez-vous. Oui. Que s'était-il passé exactement ? C'est-à-dire il y a le journal Libération qui a imprimé une conversation racontée par une jeune femme qui était éditée par moi chez Flammarion. Mais là encore, comment voulez-vous moi, j'ai aucun souvenir de cette conversation. Donc, daté d'il y a quelques années. De 2003. 2003, nous sommes en 2023. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait, pour résumer, de l'écrivaine Bénédicte Martin. À l'époque, apparemment, elle se serait confiée à vous sur le fait qu'elle aurait été abusée, agressée par Patrick Pavdarvor. Par Pépé. Ouais, oui. C'est ça. Donc moi je me souviens pas, mais donc elle dit que j'aurais éclaté de rire. Bon voilà, mais je trouve ça fou. D'abord ça ne me ressemble pas. Ensuite je m'en souviens pas. Et puis surtout à la même époque, j'avais une amie, Tristan Bannon, qui m'a raconté qu'elle avait été agressée par Dominique Strauss-Kahn. Et immédiatement je l'ai écoutée, j'ai pas du tout rigolé. On est allés ensemble. Enfin, je suis allé témoigner au commissariat et tout ça. Donc ça. Alors je dis pas que ce que raconte Bénédicte est faux. Mais je dis juste, c'est compliqué d'avoir à se justifier 20 ans après sur des conversations de couloir dans une entreprise. Imaginez, si on commence à généraliser cette idée, bientôt vous allez devoir vous justifier pour vos blagues à la machine à café de Sud Radio de 2004. Ouais, je veux dire qu'on rentre dans une ère un peu étrange, une nouvelle ère bizarre. Quoi. Inquisitoriale, on peut le dire. Oui, et puis sur des plaisanteries mais elle a fait ça, le livre était sorti quand Libération a publié ça. C'est le livre sortait, c'était à l'occasion de la sortie du livre. Non, c'était. Je raconte ça dans le livre parce que c'est un autre indice, si vous voulez, de ce changement d'époque où maintenant on doit s'expliquer sur des conversations privées qui se retrouvent imprimées dans les journaux. Enfin, je trouve que voilà, tout ça, c'est assez bizarre. Bon voilà, est-ce que vous vous souvenez des conneries que vous avez pu dire dans les pots de départ à l'époque où vous étiez journaliste à Globe tout le monde fait des plaisanteries où on dépasse les choses et au contraire la transgression elle se fait comme ça. Si on commence à enregistrer tout ce que les gens ont dit, mais ils seraient tous en prison là. Enfin, c'est terrible, c'est ça qui m'inquiète. D'ailleurs, ça fait penser à ce livre de Kundera qui s'appelle La plaisanterie. Où il fait 7 années de goulag pour une vanne, pour une plaisanterie où il dit l'optimisme est l'opium du genre humain. Donc bon, c'est pas la blague la plus marrante de la Terre, mais enfin, 7 ans de goulag. La blague la plus terrible de la Terre. Ouais, non, mais donc si vous voulez, on doit pouvoir déconner entre nous normalement sans avoir à rendre des comptes 20 ans après. Je trouve tout ça, voilà. Donc j'ai fait un livre, mais c'est surtout un livre, j'espère drôle, et je parodie un peu la victimisation aussi de pas mal de romans et de récits qui sont publiés. Donc je commence par dire moi aussi je suis une victime. Un peu c'est au deuxième degré, hein. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Mais justement, pourquoi vous prenez ce rôle, vous positionnez, vous revendiquez ce statut de victime ? Pourquoi ? Non, mais d'abord. Donc comme je viens de le dire, c'est un peu de l'humour, mais aussi parce que je ne vois pas pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de dire MeToo. Moi aussi, j'ai eu des épisodes dans ma vie, comme tout le monde en fait. Hein. On a eu des choses qui nous sont arrivées. J'ai été battu par un prêtre dans mon école catholique quand j'avais 7 ans. J'ai vu un exhibitionniste dans un parc. À l'époque, il y en avait plein. C'était bizarre. Il y avait plein de types en imperméable qui montraient leur sexe aux enfants. Voilà. On a tous croiser des événements dans la vie, c'est la vie. Alors je ne réduit pas, la douleur des vraies victimes de viol, bien sûr. Je les respecte et je suis pour qu'on punisse tous les prédateurs et les violeurs, évidemment. Mais je dis, voilà, moi aussi, j'ai eu des choses et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de parler de sa souffrance. Quoi. En tout cas, vos propos par rapport notamment à MeToo ont créé vraiment la polémique sur les réseaux sociaux. Vous écrivez ceci dans votre livre, MeToo a souvent consisté à clouer au pilori sans preuve, sans procès, demander à Richard Berry, innocenté après 2 ans de dénonciation calomnieuse, ce qu'il pense de la libération de la parole. On a offert à toutes les femmes ce bouton nucléaire. Oui.
Oui, je pense que moi, il y a un système qui s'appelle la justice. Alors certes, il fonctionne pas très bien. Il faudrait plus de moyens pour enregistrer les plaintes et pour enquêter sur les abus sexuels. Ça, on est tous d'accord. Mais enfin, ce système qui consiste à ce que on confronte l'accusé et la personne qui porte plainte, et puis qu'il y ait un avocat de la défense, qu'il y ait un équilibre et qu'on essaie de faire la lumière. Enfin, bref, je résume les principes du droit, quoi. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, Frédéric Becbédé, qui est consubstantielle à votre livre, mais je parle d'après votre livre. Je vous ai vu 2 ou 3 fois, je suis tombé sur vous dans des émissions, je regardais, et il y a une chose qui m'a frappé, parce que vous connaissant que je vous connais, et je comprends, mais je voudrais que vous m'expliquiez. On a l'impression que presque, non pas que vous repentiez, mais vous disiez, mais non, mais vous savez, moi, je suis pas du tout... si vous voulez, il y avait d'un côté des gens qui vous traitaient comme si vous étiez Epstein ou Harvey Weinstein. J'exagère à peine, alors que franchement, par rapport à eux, vous n'êtes qu'un même très mauvais amateur, et encore rien. Et ils étaient là en disant ça. Et vous, presque j'allais dire, vous chouiniez, vous excusiez presque à la télé. Pourquoi? Non, je m'excuse pas, mais je dois dire que en général, les artistes, les écrivains, on n'est pas reçus comme des hommes politiques. Parce que moi, je ne me présente à aucune élection. Oui. Je publie un livre qui est un livre personnel, intime, de confession, où je raconte mes turpitudes dans tous les domaines. Et je m'attendais pas à me retrouver face à des tribunaux et à être obligé de me justifier sur chaque virgule du livre. Donc, et surtout quand on sort les phrases. Toujours cela. C'était presque des tribunaux. J'ai eu l'impression que c'était un peu comme ça. La promo de ce livre a été assez comme si j'étais tout d'un coup devenu un homme politique, genre Éric Zemmour. C'est bizarre. Je crois qu'en fait, un artiste devrait s'exprimer librement, devrait avoir le droit de publier ce qu'il veut, même si on écrit des conneries, on a le droit d'écrire des conneries. Absolument. Et puis, on ne traite pas les artistes comme si c'était des politiques, quoi, je crois pas. Enfin, oui, surtout que vous n'avez pas... Un politique peut imposer, s'il est au pouvoir, un certain nombre de choses, ce qui n'est pas votre cas. Non, moi je propose un livre, si vous n'aimez pas le livre, vous ne l'achetez pas, vous ne le lisez pas. Moi, je témoigne simplement. Mais c'est vrai que j'ai senti dès la publication du titre que ce titre provoquait, avant de l'ouvrir, avant la publication du livre, un genre de déferlement de haine. Oui. Simplement, je ne sais pas si c'est le mot hétérosexuel, je ne saurais jamais, c'est assez irrationnel. Alors justement, le 21 avril dernier, quand vous avez été à Bordeaux pour dédicacer votre livre, effectivement, vous avez dû le faire sous escorte policière. Oui. Vous avez été pris plus ou moins en otage par le collectif Collage Féministe, qui vous reproche effectivement de faire l'apologie du viol, de la culture du viol dans votre livre. Complètement faux. Et oui, et dans un communiqué, ce collectif déclare ceci: son ouvrage regorge de passages d'une violence sexiste inouïe et banalise le viol en écrivant notamment que la peur de la prison ferme est l'unique raison qui retient les hommes d'agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. Qu'avez-vous à leur répondre, à ces femmes qui vous reprochent aussi de remettre en cause l'existence du patriarcat? Mais non, mais tout ça est faux. Elles n'ont pas lu le livre. Le livre, il progresse. Il y a des phrases sorties de leur contexte là, mais en réalité, c'est dans une espèce de délire où je parle du désir masculin comme de quelque chose de frénétique, de fou, une tempête sous un crâne. Qui fait que l'homme hétérosexuel, il est fasciné, il est émerveillé en permanence, mais il s'empêche, comme dit Camus, il s'empêche. Donc je dis voilà, heureusement qu'il y a la loi qui nous empêche et qu'on respecte les femmes, évidemment. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas le but. Le but n'était pas de débattre avec moi, le but était de faire interdire cette conférence, de perturber les débats et de mettre des injures sur la vitrine avec des collages. C'était ça, c'est de la censure, c'est pas du tout du débat démocratique que recherchent ces personnes. Moi, c'est ça que je découvre. C'est quand même la première fois de ma vie que j'ai dû être protégé par 3/4 de flics pour simplement donner une conférence dans une librairie. Et j'ai d'ailleurs été voir les policiers en leur disant ça change, parce qu'autrefois vous m'arrêtiez.
et maintenant vous me protégez. Et pour consommation de certains produits. Alors ils ont rigolé, ils ont dit ben oui, ouais, vous vieillissez, hein, ouais, voilà, maintenant on vous protège. Je rappelle simplement que Frédéric Becbédé, comme beaucoup de gens, a été pendant longtemps un gars de la narine. Et c'est un savant cosinus. On va en parler dans un instant guerrier sur de la Sud bataille Radio. du rail. Mais dites-moi, Frédéric. Juste un mot, je voudrais par rapport à ça. Non mais c'est intéressant parce que ce que dit Frédéric, moi je vais donner un exemple extrêmement ras des pâquerettes. Par exemple, une blague qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, ou alors à catimini. Tu sais, c'est à Saint-Germain-des-Prés, il fait beau, 2 personnes à la terrasse, 2 hommes à la terrasse, ils regardaient les filles, tu sais, très beau, tout le monde est un peu en tenue là. Et quelqu'un dit à l'autre, c'est court, hein, quelqu'un dit à l'autre, ah bah tu vois, je suis triste. Parce que on ne pourra jamais les avoir toutes. Et l'autre répond, oui, mais on peut essayer. Est-ce que ça, c'est du viol, tentative de viol? Non. Mais je veux dire, une blague pareille ne passe plus. Oui, en fait, c'est ça. Elle ne passe plus, c'est ça. C'est très juste, c'est bien visé, parce qu'au fond, ce que je dis dans mon livre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a dans la tête des fantasmes. On a dans la tête, comme Charles Baudelaire, comme Charles Bukowski, on a des fantasmes quand on voit une femme qui nous attire. Et ça n'est pas la culture du viol. La culture du viol, c'est autre chose. C'est quand, par exemple, dans un film, on voit, par exemple, Angélique, marquise des Anges, vous voyez, elle fait toujours « non, 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 ah oui ». Bon, ça, c'est effectivement montrer que si l'homme insiste, qu'elle dit non et qu'il insiste, il va être récompensé. Ça, c'est la culture du viol. Mais moi, pas du tout. Moi, je suis un type, oui, assis à la terrasse d'un café, qui admire de loin et qui n'ose même pas aborder les femmes. Ça va, ça, j'ai le droit. Je pense qu'on peut quand même dire qu'on a encore le droit. On va se poser des questions. On se pose des questions. Mais dites-moi, Frédéric Becbédé, depuis Bordeaux, quelles ont été les conséquences? Est-ce que d'autres conférences ont été annulées du coup? Oui. Alors malheureusement, c'est là où ce collectif bordelais a un peu gagné quand même, parce que il y a des librairies qui m'ont annulé, il y a des conférences qui sont annulées en cascade depuis. C'est-à-dire des gens qui ont peur qu'il y ait la même chose, c'est-à-dire d'être tagués, d'avoir des graffitis partout, d'avoir des manifestations. Et bon, alors je ne leur en veux pas d'annuler, mais enfin, tout de même, il y a un peu de lâcheté là-dedans. Parce qu'il faut je pense qu'il faut un peu de courage et se dire, on a le droit de dire, je ne dis encore une fois que des choses très banales et très aimables et très amoureuses des femmes, et on doit pouvoir parler de tout ça paisiblement. Et si jamais ces féministes veulent discuter avec moi, je suis tout à fait ouvert au débat démocratique. Alors le problème, je les ai contactées, elles ont refusé de s'exprimer aujourd'hui en direct sur Sud Radio, Frédéric Becbédé. Vous voyez, voilà, donc c'est des gens qui refusent la discussion. Alors que moi, je suis comme Virginie Despentes, je suis pour la paix entre les sexes. Je suis pour qu'on puisse dialoguer, discuter, et au lieu de ça, j'ai des injures et des gens qui se dérobent. Et ça en dit long sur la société, très franchement, j'ai dit ça. Ça tombe sur Frédéric Becbédé, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Qu'aujourd'hui, un écrivain, mais que ce soit quelqu'un, ait besoin de 3/4 de policiers et qu'on annule des commandes, comme si c'était un extrême gauche, un extrême droite, comme si c'était un gauchiste déliré ou un néo-nazi. Enfin, moi, je prends ça plutôt à la rigolade, parce que franchement, c'est pas très très grave. Et justement, j'en profite, puisque je suis chez vous, pour dire, n'annulez pas tous les événements, parce que il va rien se passer. J'étais au Salon du Livre, là, c'était il y a 2 semaines. On a fait une conférence avec Vincent Ravallet qui s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de manif, il n'y a pas eu de tag, donc c'est possible. Il ne faut pas surestimer la menace, quoi. Voilà, mais c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver avec... Alors j'étais un peu jaloux autrefois quand Houellebecq avait une protection policière. Je me disais, la classe. Mais en fait, non, c'est un peu ennuyeux, et je pense que la police a d'autres choses à faire que protéger les écrivains. Voilà. En plus, Houellebecq, c'était pour l'islamisation face aux soumissions et compagnie. C'est autre chose encore. Mais... Frédéric Becbédé, l'hétérosexuel légèrement dépassé que vous êtes, va continuer de se confesser en direct sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous, Frédéric Becbédé, dans votre livre, donc vous dites adieu à la coke. Sagan a dit, on se drogue parce que la vie est assommante, que les gens sont fatigants, qu'il n'y a plus tellement d'idées majeures à défendre. Vous, pourquoi vous êtes drogué? Vous aviez 20 ans quand vous avez commencé, c'est ça? C'était le geste à la mode dans les années 80, quand je me suis retrouvé avec des amis qui essayaient ce truc-là. C'était vraiment très...
on voyait ça dans beaucoup de films, notamment les Affranchis de Scorsese, tous les films, les séries, enfin bref. Les films d'Andy Warhol aussi. Voilà, il y avait ça. Et donc, je sais pas, c'était un geste, quoi, qui se faisait dans certains milieux de la nuit parisienne, quoi. Et puis après, c'est drôle, hein. Moi, j'ai des souvenirs assez marrants, mais très vite, on s'enfonce là-dedans, on croit que c'est pas dangereux, puis petit à petit, ça déprime. Et moi, j'ai arrêté parce que maintenant, je suis trop vieux, j'ai passé l'âge de ces conneries, c'est tout. Mais vous dites aussi que vous êtes drogué par ennui. Oui, c'est ce que dit très bien Françoise Sagan. Ouais. On veut on se drogue pour qu'il se passe quelque chose, parce qu'il se passe rien. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est le plus pénible là-dedans, c'est qu'on finit par être entouré de gens toxicos et par ne parler que de ça. On se retrouve évidemment avec des gens. En fait, on se drogue parce que sinon, on n'a rien à se dire, quoi. À ce point-là ? Oui, bah oui, parce qu'on se retrouve enfermé avec des gens qui sont adeptes du même produit. Donc franchement non, si c'était à refaire, je referais pas. Mais oui, il y a quand même de meilleurs procédés contre l'ennui, oui. Non ? Mais alors le truc, c'est que maintenant, comme j'ai arrêté, du coup, quand je bois du vin le soir, j'ai vraiment des grosses gueules de bois le matin. Alors, c'est le cas ce matin, non ? Maintenant, le prochain truc, ça va être d'arrêter aussi l'alcool. Mais ça m'attriste. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur de m'ennuyer à mourir. Ça me rappelle, c'est extraordinaire, juste un truc d'Eddie Barclay, parce qu'il y a d'autres addictions. Quand tu disais Eddie Barclay, on disait, mais attends Eddie, tu sors tous les soirs, depuis 30 ans. T'as pas un moment où t'as pas envie de rester chez toi, à regarder la télévision, et il a eu, je sais pas où il a eu cette phrase formidable, et dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse chez moi ? Je n'ai rien à me dire. Mais c'est ça, c'est vrai qu'il y a un côté fuite en avant pour ne pas voir ses propres angoisses ou le vide de sa vie, c'est vrai. Et besoin aussi de vous mettre en danger, peut-être ? Alors ça, oui, c'est ma grande théorie dans ce livre. Je pense que ma génération n'ayant pas connu la guerre, on est quand même la première génération de Français qui n'ont pas connu la guerre. Je suis né dans les années 60. Et auparavant, les hommes... ils avaient le baptême du feu, donc c'était horrible, mais un homme se définissait par la violence. Et c'était peut-être ce qu'on a trouvé pour remplacer la guerre, c'est la drogue, peut-être. En tout cas, l'initiation, c'est vrai, le jeu d'initiation. Le goût du risque. Le goût du risque. Sortir de la zone de confort, pour des raisons bonnes ou très mauvaises, mais le goût du risque. Il y a ça, alors c'est pas forcément de la drogue, il y en a d'autres, ils vont prendre des risques en faisant de la moto à 250 à l'heure, comme Coluche. D'autres qui vont faire le tour du monde à pied. Enfin, ou de l'escalade comme Sylvain Tesson. Et vous voyez, donc toujours un peu cette recherche de l'autodestruction, qui est quelque chose peut-être de masculin, plus que féminin. Oui, peut-être, effectivement. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous en êtes complètement guéri ? Alors, on n'est jamais guéri. Moi, je vais à des réunions. Il faut toujours faire attention. Il y a certains horaires où on est en danger. Parce qu'on peut être tenté. Lesquels ? Le soir ? Oui, plutôt après minuit, quoi. Voilà, il faut. Si vous me mettez entouré de cocaïnomanes à 1h du matin, là, je suis en danger. Il faut plutôt éviter des situations comme ça. Voilà. C'est pour ça que vous avez fui Paris en 2017. C'est une des raisons. Moi, la principale raison, c'est que j'ai eu 2 enfants et que je voulais essayer une autre vie, plus en contact avec la nature et tout ça. Donc j'ai quitté, paisible, plus apaisé, quelque part. Hein. Mais il y avait d'autres raisons. J'en avais un peu marre de Paris pour la pollution, pour les embouteillages, tout ça, bref. Mais voilà. Mais je redécouvre Paris maintenant. Ah oui. Et aujourd'hui, effectivement, vous dites vous sentir mieux dans un monastère augustinien qu'au bordel, et les militaires vous amusent plus que les fashionistas. Et dans votre livre, vous racontez effectivement les retraites spirituelles que vous avez faites. C'est très émouvant, ce passage dans votre livre. Racontez-nous quel a été le déclic, la démarche. C'est un éditeur qui s'appelle Nicolas Dia, qui a eu cette idée d'envoyer quelques écrivains dans un monastère qui s'appelle l'Abbaye de la Grâce. Et honnêtement, en y allant, j'étais épuisé, très fatigué, un lendemain de fête, et je pensais que ça allait pas du tout m'intéresser. Et puis il y a des souvenirs d'enfance qui sont revenus de mon éducation catholique, et j'ai entendu les chants grégoriens, j'ai vu ces hommes en soutane blanche qui s'agenouillent et qui chantent, et les larmes sont arrivées. Alors je me suis pas prosterné, j'ai pas vu Jésus devant moi, mais ça n'a pas été Claudel
Noël sur un des piliers de Notre-Dame. Non, quand même pas, mais je me sentais bien, je me sentais vraiment bien. Notamment ce chant chrétien vous a bouleversé. Oui. Vous voyez comme ça fait du bien. C'est sublime, c'est une prière de Sainte Thérèse d'Avila, c'est ça. Sainte Thérèse d'Avila qui dit Dieu seul suffit. En gros, pour les gens qui ont la foi, t'as pas besoin de sortir tous les soirs, t'as pas besoin de produits divers et variés. Dieu seul suffit. Ils ont trouvé un sens à leur vie. Et c'est ça que je jalouse. Je les envie, ces gens-là, parce qu'on les sent vraiment dans la béatitude complète. Vraiment apaisés. Oui, alors je sais. Mais vous l'avez ou pas la foi, vous, Frédéric? Moi, je l'ai eu, et je l'ai eu parce que j'ai été éduqué par le catéchisme catho, donc à 6, 7, 8 ans, oui, je croyais, j'étais enfant de cœur, j'avais aucun doute sur tout ce qu'on me racontait. Évidemment, comme tous les enfants. On est voilà, j'étais absolument croyant. Et j'ai une nostalgie, parce que la vie était tellement plus simple. Quand j'avais 8, 9 ans et que j'étais persuadé de l'existence de Dieu, et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'à ce moment-là. Donc je suis ému par cet enfant de cœur, voilà, que j'ai été. Oui. Et vous évoquez aussi la cathophobie, qui est un racisme encouragé, dites-vous, en France aujourd'hui. Disons que on le sait bien, si on critique la religion, l'islam par exemple, on risque sa vie. Si on fait des blagues sur les juifs, c'est inadmissible, et c'est tout à fait bien que ce soit inadmissible. En revanche, il y a une religion dont on a le droit de se moquer en permanence, c'est le catholicisme, enfin la religion chrétienne. C'est peut-être une preuve de maturité, c'est bien aussi, peut-être. Oui, enfin, quand dans le service public, notamment en France Inter, pour pas la citer, ils font, et pourquoi pas, Jésus est pédé, tout le monde rigole. Et il n'y a pas une conséquence. Alors qu'il ferait la même chose sur Yahvé ou Mahomet, ça poserait quelques problèmes. Oui. C'est ça, non mais c'est vrai. Donc là, il y a 2 poids, 2 mesures. Je constate ça, mais c'est pas non plus, voilà. Je pense que Jésus, d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Je trouve ça assez chic. Oui, c'est chic. Oui. Je ne sais pas si c'est là. Est-ce que vous auriez envie de pas tout le temps cette situation Est-ce que vous auriez envie de tendre la joue gauche aux ultra-féministes aujourd'hui, Frédéric Becbédé? Non, mais je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je dis, il a trop chouiné. Il pleurait. Il disait, mais c'est non, un ouin-ouin. C'est un ouin-ouin, voilà. Non, mais il faut dire. Ah oui. Alors ça, c'est marrant. Parlons des ouin-ouin. Ouais, c'est ça. Tu connais les ouin-ouin? Alors je t'explique. Alors explique-moi. J'ai découvert ça. Les féministes considèrent qu'un homme qui se plaint, qui se lamente, qui dit qu'il est malheureux et tout, c'est un ouin-ouin. Parce qu'en fait, les hommes n'ont pas le droit de se plaindre, vu que dans le système patriarcal, ils ont tout le pouvoir. Et donc, comme ils ont tout le pouvoir, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Voilà. Ah, c'est ce que disent les féministes. Donc, je suis un ouin-ouin. Et si jamais André se plaint à l'antenne de la situation de mâle blanc et hétéro. Je répondrais, et les oui-win, elles se plaignent, et les oui-win, ce serait bien. Non mais, par exemple, voilà, juste un mot de Sacha Guitry, qu'on ne pourrait plus dire à l'antenne. Je le dis, moi je suis contre les femmes, tout contre. Tout contre, oui. Terrifiant. C'est très beau, c'est très beau. Non, mais ça va. Non, je pense aussi, alors, je voudrais dire une chose, parce que ça c'est important. Depuis la sortie de ce livre, d'abord, il marche très bien, donc merci au collectif de Bordeaux. Si j'avais voulu... Publicité d'enfer. Mais si j'avais voulu engager une agence de RP, franchement, elle n'aurait pas mieux travaillé que ces féministes. Et puis surtout, c'est une minorité. Il faut vraiment être conscient. Moi, je pense pas qu'on doive avoir peur. C'est vraiment une toute petite minorité. J'ai reçu, mais vraiment un nombre énorme de témoignages de femmes qui soutiennent mon livre, qui disent mais vous avez tout à fait raison, merci de dire tout ça, aimons-nous quoi, essayons de nous séduire, de nous rencontrer et d'arriver à tomber amoureux. Et puis si on n'arrive plus à faire ça, c'est triste, voilà. Et surtout en France, c'est quand même le pays. Le pays de la séduction. De la séduction, le pays de l'art, du marivaudage. Exactement. C'est un art très français. Voilà. Il faut leur dire qu'il n'y a pas que des liaisons dangereuses. Non, tout à fait.
Mais en fait, votre pire addiction, vous dites dans votre livre que ça a été en quelque sorte quand même celle au sexe. Ni la discipline militaire, ni la religion, ni la coke ne sont parvenus à vous guérir de cette addiction, dites-vous, Frédéric Becbédé. Oui, alors là, c'est là où c'est vrai que c'est le passage qui fait le plus polémique après, parce qu'il y a toute une envolée lyrique sur mon désir pour les femmes. Mais voilà, je pense qu'on peut écrire ça. On peut écrire que quand on est un hétérosexuel et qu'on voit passer des femmes, on est complètement admiratif. Mais encore une fois, de loin, et puis avec tout le respect, et entre adultes consentants, cela va sans dire. Eh oui, j'adore, vous dites on n'est pas des connards, mais des chacals. Le chacal est en rue de 365 jours par an. Le chacal passe toute son existence à chanter la chanson de Zanini. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que la chanteuse Angèle, elle a sorti c'est oui ou bien c'est non. Oui, on va l'écouter dans un instant sur Sud Radio, celle-ci. C'est la même idée, mais aujourd'hui, une femme a plus le droit de dire ça qu'un homme. Oui, c'est ça. Ça passe mieux. Oui. En tout cas, vous dites que d'un meilleur système pour encadrer quand même la folie des hommes, c'est le mariage. Mais honnêtement, c'est une provocation quand même, Frédéric Becbédé, non? Moi, je suis marié, je suis très heureux, franchement. C'est votre quantième mariage, Frédéric Becbédé? C'est le troisième. Je suis un spécialiste du mariage. C'est bien. Oui, c'est parce que j'avais envie de dire. Pour Sandrine Rousseau, qui parle des hommes déconstruits, qu'est-ce qu'un homme déconstruit au fond? C'est un mari. Un mari, il est là, il canalise son désir et il s'occupe de quelqu'un qu'il considère comme plus important que lui-même. Et donc il y a une beauté dans cette idée-là, je trouve. C'est une idée très romantique, au fond, et de retomber amoureux de la même personne tous les matins. Et de choisir une femme, finalement, pour se débarrasser des milliards de femmes qu'il y a. Pour ne plus penser aux autres. Ouais. Oui, voilà. Non, mais en fait, oui, mais ça, c'est... Enfin, en fait, aux yeux de Sandrine Rousseau, ça devrait être un homme construit, ça. Oui. Mais elle, c'est tout à fait le contraire, c'est l'inversion, effectivement. Et oui, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Frédéric Becbédé. Alors, chers auditeurs, si vous voulez dialoguer en direct avec Frédéric, appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole juste avant 14h. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Troublant quand même. Je lance ce principe. Vous êtes à la terrasse d'un café ou vous êtes dans une file d'attente d'aéroport, vous ennuyez dans le métro, et puis vous pouvez dans votre tête imaginer est-ce que oui ou non, toutes les personnes que vous voyez, est-ce que ce serait oui ou ce serait non, est-ce que vous auriez envie ou pas? On s'ennuie plus du tout quand on pense comme ça. On est en train d'imaginer des romans avec tout le monde. Et alors j'ai remarqué que à 19h, il y a beaucoup de non. On se dit non, ça non. Mais par contre, plus il est tard, plus on a bu un peu de Beaujolais. Et à 23h, c'est oui pour tout le monde. C'est une poupée qui disait non. En tout cas, on va aller rejoindre le standard de Sud Radio. On va donner la parole à Sabine qui nous appelle de Gignac dans l'Hérault. Bonjour à vous, Sabine. Bonjour, Sabine. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Monsieur Becbédé. Bonjour. En fait, j'ai presque une question pour monsieur Becbédé, qui n'est pas vraiment une question. C'est-à-dire que je vais faire comme lui. On ne saura pas trop où on va me mettre, en fait. Monsieur Becbédé, pour moi, vous êtes un inconnuctible. Je m'explique. Un inconnuctible, pour moi, c'est quelqu'un comme un enfant. Je n'arrive pas à mettre un carré dans un rond. Je ne sais jamais si je dois vous aimer ou vous détester pour vos propos. Oui. C'est Ce joli, qui ça. me fait poser beaucoup de questions. Ouais. Moi, j'essaie de me battre pour garder mes droits de femme parce que je suis née il y a un petit peu de temps maintenant, même si je suis pas très vieille non plus. Et mes aïeux se sont battus pour certains droits que j'essaie de conserver et on se fait un travail quotidien. Pour se faire respecter, c'est un travail quotidien. On va dire que le monde est une jungle et vous en savez quelque chose. Je valide pas le fait de faire du mal avec des tags. Pour moi, c'est de la connerie, ça sert à rien. C'est purement gratuit et franchement, c'est très courageux de la part de ceux qui le font.
et donc, si vous voulez, moi, vous me posez un dilemme dans ma tête, à savoir, est-ce qu'on doit vous aimer, est-ce qu'on doit vous détester, est-ce qu'on doit vous crier dessus, ou plutôt vous remercier, parce que vous êtes capable de dire tout et son contraire en 3 secondes. Non, alors, nous sommes pareils, vous voyez, parce que vous aussi, vous dites un peu tout et son contraire. Je pense que le rôle d'un écrivain n'est pas nécessairement de dispenser une pensée philosophique, vous voyez. Moi, je m'interroge, je me pose des questions sur mon admiration, mon lien aux femmes. Qu'est-ce que c'est que l'hétérosexualité? C'est quand même une chose très étrange, hein, d'être attiré par un sexe qui ne vous ressemble pas, qui est complètement opposé au sien. La logique voudrait que tout le monde soit homo, en fait. Mais bon, on a décidé, on n'a pas décidé, d'ailleurs, on n'a pas décidé. Fort, lui. Ouais, mais oui, ça serait plus logique, finalement, on se comprendrait mieux, et puis voilà. Pourquoi? Parce pourquoi la logique voudrait que tout le monde soit homo? Parce qu'un homme attiré par une femme, c'est tellement différent, c'est tellement un autre monde. Mais c'est ça l'aventure. Oui, c'est formidable. Je pense que c'est une aventure qui est un peu absurde, mais qui est merveilleuse. Donc j'essaye de parler de ça. Mais pour vous répondre, madame, moi j'essaye de faire des livres qui provoquent des réactions. C'est vrai que j'aime pas c'est ça, voilà, j'aime pas les livres qui laissent indifférents. Donc c'est vrai que j'ai toujours écrit des trucs un peu énervants, parce que moi-même j'écris là, par exemple, parce que ma maison a été couverte de graffiti, donc j'écris sous le coup de la colère. Et c'est mon carburant. Donc j'écris d'une manière un peu agacée et agaçante, probablement. Donc ça explique votre dilemme. Vous ne savez pas si vous aimez ou pas, mais c'est plutôt un compliment. Mais vous savez, Sabine, l'hésitation comme ça, c'est la meilleure des vertus. Tout à fait, ça permet de se protéger aussi. Exactement. Je crois qu'on a Richard. Oui, Richard, bonjour, qui nous appelle de Gouet en Seine-et-Marne. Bonjour à vous. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous trois. Bonjour. Je suis un très grand fan de vous, Monsieur Berkoff. Merci. Et je voulais juste revenir sur l'anecdote que Frédéric a dit au sujet de la journaliste qui lui avait confié qu'elle avait été harcelée sexuellement par Poivre d'Arvor, et apparemment vous avez éclaté de rire. Moi j'ai envie de dire, et alors que vous avez éclaté de rire? C'est-à-dire, vous n'êtes pas un criminel parce que vous avez éclaté de rire. Si c'est vrai, vous avez réagi, ça a été une bêtise, et si c'est pas vrai, c'est une menteuse. Mais d'aller en prison parce que vous avez éclaté de rire. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on le vitupère parce qu'il a éclaté de rire, et même s'il l'a pas fait. Mais comme vous dites, vous savez, ça c'est tout le côté. Je vais laisser Frédéric répondre. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est assez surréaliste de devoir se justifier pour un éclat de rire qui date d'il y a 20 ans et qui n'est même pas forcément réel. Si vous voulez, c'est fou. Après, je crois qu'on est entré dans... Oui. Est-ce que je veux juste dire, même si vous avez éclaté de rire, je vais être vulgaire, si vous auriez éclaté de rire, vous auriez réagi comme un con. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous devez aller en prison ou perdre votre... Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous faire insulter. Oui, non, il n'est pas allé en prison, heureusement. Mais oui, je comprends. Voilà. Je comprends, Richard, vous avez raison. Non, vous avez raison. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. J'avais à l'époque, parce qu'il y avait quand même pas mal de polémiques sur ce truc, j'avais dit, j'étais très con à l'époque, puis voilà, c'était ça ma réponse. Puis voilà. Merci Jacques, on va donner la parole merci Richard, on va donner la parole à Jacques qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonjour à vous. Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est un peu différent. J'ai une collègue qui est partie voir la chef de service et qui m'a accusé de harcèlement. Je ne sais pas pourquoi. Alors moi, j'ai pas perdu mon or. J'ai été voir la chef de service et je lui ai dit que si je pouvais pas le prouver, de toute façon, je la serais pas prise. Et plus tard, ils ont convoqué cette dame et elle a reconnu qu'elle avait menti. Ouais, voilà. Ça arrive. C'est vrai, ça arrive aussi. Donc elle est partie, je ne sais pas pourquoi, et j'ai appris qu'elle m'avait accusé d'harcèlement. Donc je suis monté, je dis, je peux pas le prouver, mais de toute façon, si elle va m'accuser devant les tribunaux, je lâcherai pas le truc. Ouais. Et ensuite, elle a été reconvoquée, elle a avoué qu'elle a menti. Mais je ne saurais jamais pourquoi elle m'a accusé de harcèlement et elle s'est pas excusée. Voilà. Ça arrive aussi, Voilà. aussi, Jacques, non, je voulais le signaler parce que comme ce monsieur avait eu des problèmes, je voulais dire aussi qu'il y a des fois comme ça, sans crier gare, ça peut arriver. C'est vrai. Voilà. Merci Jacques. Mais il n'y a pas de
cas, au revoir, bonne journée. Merci Frédéric. Au fond, ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que c'est pas le dernier roman, et je sais que vous allez écrire le dernier livre, c'est un épisode dans votre vie, mais au fond, ça fait découvrir quoi? La nuance, ça fait découvrir quoi en fait? Justement, peut-être que l'idée c'est de revenir de trouver peut-être un nouveau code amoureux. Il faut qu'on invente une manière de s'aborder, de se rencontrer, de s'aimer après MeToo. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a rendu comment dire, l'amour extrêmement compliqué, difficile. Si vous risquez d'être accusé de harcèlement ou de viol, les hommes, honnêtement, ils ont peur aujourd'hui. Ils risquent beaucoup. Ils risquent des fausses accusations. Donc une nouvelle carte du tendre, un peu. Exactement, il faudrait, je pense, et réfléchir à une nouvelle carte du tendre. C'est assez joliment dit. Hommage à Mademoiselle de Scudéry. Exactement. Et je dirais même que j'esquisse une piste dans... mes confessions, c'est que, écoutez, après 200 000 ans où les hommes dominaient les femmes et où c'était eux qui allaient vers les femmes, peut-être que c'est maintenant au tour des femmes de venir vers nous. Je lance un appel à ce que les femmes abordent les hommes, aillent les voir, dire dis donc, toi tu me plais, t'es pas mal mon mec, t'es pas mal. C'est ce qui se passe en Suède et au Québec, c'est ça, vous le racontez dans votre livre. Mais pourquoi pas chez nous? Et je trouve que une fois, ça m'est arrivé d'avoir une main au cul d'une femme. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, voilà un geste politique, voilà un geste historique. Eh bien, voilà le geste qui clôt une émission qui est pas piquée des hannetons. Frédéric Becbédé, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, est paru chez Albin Michel. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.